Les gars, grosse question. Comment on fait de l'argent en ligne? Oh putain. Arrêtez de regarder ce que nous on veut, arrêtez de regarder ce que nous on sait, arrêtez de croire qu'on est quelqu'un d'important et juste donner aux gens ce qu'ils veulent acheter. Et si t'arrives à faire ça, en fait, moi j'avais un ancien associé, on va commencer avec la punchline tout de suite, qui disait le problème de la plupart des gens sur internet, c'est qu'ils veulent vendre leur crotte de nez. Ils ont un truc, ça vient d'eux, ils pensent que c'est super, ils ont dédié toute leur vie à le fabriquer et ils veulent leur fourguer de force à tout le monde. Sauf qu'en fait, les gens en face, ils te disent mais moi je veux pas ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, il a pas de valeur pour moi. Et quand t'arrives à adapter en te disant ok, je vais arrêter de partir de moi, je vais partir d'eux et je vais voir comment je réponds à la problématique, là tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui veulent te donner de l'argent en fait. Ouais, j'ai l'impression que je suis totalement d'accord avec toi, et j'ai l'impression que c'est limite de la psychiatrie, tu vois. Genre, vraiment, il y a des moments où j'ai l'impression que les gens sont fous, en fait. Je te jure. Moi, les choses que je dis, et d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un hier, un ami qui me disait oui, mais je sais pas, j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi faire, etc. Je lui dis, mais mec, on s'en fout de tes idées business, juste essaye de résoudre un problème que tu as identifié 30% mieux que n'importe qui d'autre sur Terre, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, tu essayes de te focaliser sur une seule chose, l'objectif et la vision de ta boîte, tu vois. Par exemple, l'objectif et la vision de ma boîte, c'est con, mais c'est essayer de faire en sorte d'instruire des entrepreneurs à faire au moins 10 000 euros par mois par le biais d'une formation. Donc du coup, par rapport à juste cette vision-là, tu as plein d'idées différentes que tu peux actionner, tu vois. Ça peut être des lives tous les mardis, ça peut être un nouveau programme de formation qui te permet d'actionner des actions que je t'ai dit de faire, qu'est-ce qui se passe si ça marche, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas. Donc en fait, suivre les gens, tu vois, sur leur trajectoire. Ça peut être du contenu gratuit, ça peut être plein de choses différentes pour résoudre le même problème, mais l'objectif, c'est d'essayer d'avoir la solution qui répond le mieux possible aux problèmes qu'on a identifiés. Et donc là, en fait... Il y a un truc que je voudrais ajouter, être 30% meilleur que ce qu'il y a, c'est pas dur en fait. Le niveau sur le marché, il est vraiment juste tellement bas que juste tu fais les trucs correctement, sans prendre les gens pour des cons, en leur disant un peu la vérité, etc., que tout de suite tu sors du lot. Moi je sais que j'ai des retours, beaucoup de clients qui me disent ouah t'es trop authentique. Non, je suis pas authentique en fait, je suis juste normal. C'est-à-dire juste je vous prends pas pour des cons et je vous dis les choses. J'avais une cliente qui est venue il y a quelques mois de ça et qui me dit Jérémy, moi je fais à peu près 50 000 par an dans le coaching, j'ai pas de stratégie organique, c'est que de la recommandation. Je pense que je vais mettre en place un système et l'année prochaine je fais 250. Je fais non, tu les feras pas. Et j'étais en call de vente, tu vois. Je fais non, tu les feras pas. Je fais si tu fais 50 à 100K cette année en mettant en place ton système et en ayant de la prévisibilité organique, là déjà ce sera cool. On verra pour fois de l'année d'après. Et en fait, juste de dire la vérité aux gens sur ce qu'ils peuvent atteindre ou pas à partir de ta compétence et de leur désir, juste tu prends une grosse longueur d'avance sur tout le marché. C'est vrai que toi, j'ai souvent entendu parler de ouais, Jérémy, c'est quelqu'un de très honnête sur les coachings qu'il fait. Mais en fait, finalement, tu dis juste la vérité. Tu connais juste les patterns en fait pour arriver à un stade de chiffre d'affaires, ouais. Les sacrifices qu'il faut faire aussi, parce que bon, t'as quand même des sacrifices personnels et professionnels à faire. Et qu'en fait, l'argent, c'est pas un truc qui claque des doigts, mais je pense que les gens qui veulent entreprendre, c'est les faire rêver, mais ils sont pas capables de faire ni les efforts, ni de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, tu vois. Et juste, moi, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance. Nous-mêmes, en fait, dans notre métier, on a eu un petit peu de chance parce qu'on fait du gros, des trucs techniques, marketing non conventionnel, un petit peu maline, etc. Donc, en fait, les gens, quand ils regardent nos techniques, ils sont éblouis, tu vois, par ce qu'on fait, parce que c'est des trucs qui sont inhabituels et que tu vois pas tout le temps sur les réseaux. Donc, en fait, déjà, rien que les compétences que j'avais, moi, initialement, par exemple, dans mon secteur, ça m'a donné un peu de chance. Mais demain, si tu veux, moi, je travaille avec des gamins et j'ai recruté des gens aujourd'hui, c'est des mecs qui ont 20 ans. Je te donne juste cet exemple-là, mais j'ai fait confiance au mec qui va monter mes vidéos. Du coup, c'est un entrepreneur que j'ai trouvé par le bouche à oreille. Le mec, il m'envoie 2 vidéos, donc je les trouve extraordinaires. Franchement, je dis franchement bravo pour le taf, c'est ouf, etc. Et il m'envoie une vidéo, il me fait non, Kevin, je suis pas satisfait du tout de ces vidéos, donc on va recommencer. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye de me pousser moi-même sur l'over-delivery de mon problème initial. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est que je fasse 1 million d'abonnés à la fin de l'année, tu vois. Et ça, c'est un objectif clair, précis, et tu peux pas ne pas faire confiance à quelqu'un qui est aussi déterminé que ça, tu vois. Donc, c'est l'obsession du résultat client, je pense, qui fait la réussite d'une boîte. Et en fait, c'est pas compliqué. Et je pense que d'ailleurs, c'était un post que j'avais fait qui est hyper capitaliste, mais quand il réfléchit un petit peu, toutes les personnes qui ont amélioré l'humanité, ou du moins fait en sorte de rendre quelque chose de plus simple, de faire gagner du temps, de faire gagner plus d'argent à des autres humains. Ça peut être une agence, ça peut être Steve Jobs qui a fait les computers, etc., et qui a le maximum d'impact. Plus tu as d'impact, plus tu es riche. En fait, le système remercie les gens riches, en fait. Enfin, remercie les gens qui ont de l'impact sur l'humanité par l'argent, tu vois.
Faire attention à ce que tu mets très derrière. capitaliste. Oui, je sais. Non, mais c'est pas ça. Libéral. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. J'ai une vision assez capitaliste libérale aussi. Mais c'est plutôt de faire attention à ce que tu mets derrière impact de résultats clients, etc. J'en parlais là, donc j'ai passé 2 jours au Mastermind Entreprendre là, de Gérald Fort. Ouais. Et je parlais avec plein d'autres gens qui font sensiblement les mêmes métiers que moi. Donc de la formation, du coaching, de l'accompagnement sur plein de verticales différentes. Et on s'est tous rendu compte d'un truc à l'unanimité. C'est que t'as des clients qui font des chiffres de fou et qui te détestent. Et moi, j'ai des clients qui ont fait 0, qui ont même pas appliqué la moitié de ce qu'on leur a transmis. Et à la fin du programme, ils envoyaient à tous les coachs des gâteaux et des trucs. Donc en fait, faut bien faire attention à ce qu'il y a derrière satisfaction client, tu vois. Et donc nous, on fait de plus en plus attention à l'onboarding. C'est quoi une situation de réussite? Pourquoi tu viens? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que c'est juste pour apprendre des choses? Est-ce que c'est pour être entouré? Et si tu te poses ce genre de questions, satisfaction client et réussite client, c'est plus la même chose. Totalement. Et ça, c'est d'ailleurs, alors c'est le petit hack, je pense, pour les personnes qui veulent se lancer demain et qui veulent appliquer un peu les techniques, tu vois, de conseils, etc. C'est la question toute conne de poser. Alors tu es devant ton client, tu lui dis, on est 3 mois après notre prestation, on a travaillé ensemble, projette-toi dans le futur. Quels seraient les résultats ou quel argent tu aurais sur ton compte en banque te ferait dire que le travail que j'ai fourni est exceptionnel et avec lequel tu auras la facilité en un clic de recommander mes services à tout ton réseau. Tu vois. En gros, quel truc, à la fin de ma prestation, tu vas penser que c'est extraordinaire. Et rien que tu poses cette question-là, je suis sûr que la personne va avoir des idées claires et tu vas te pousser. Tu vois, je travaille avec la même discussion qu'hier. Mon pote, il me dit ouais, je peux pas le faire en 24 heures. Donc, un délai potentiel pour trouver des clients, tu vois. Je fais travaille pour le faire en 24 heures. Il fait non, c'est impossible. Je fais si, travaille pour le faire en 24 heures. Tu vois, c'est l'obstination, tu vois, de ce que tu vas faire de mieux que tout le monde, tu vois. Et si tu me dis que c'est impossible, c'est c'est qu'impossible et du coup, t'es pas entrepreneur. Donc, t'as pas d'idée, t'es pas créatif et tu peux pas améliorer, en fait, des choses qui existaient initialement. Donc, juste, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà, d'essayer de le rendre meilleur, en fait. Et par ça, tu as des milliers de manières de le faire. T'as une question que moi j'aime bien me poser à mes clients, poser à mes équipes. C'est si on devait atteindre notre objectif à 10 ans, en 6 mois, faudrait faire quoi? Ça ressemblerait à quoi? La réalité, c'est qu'on va pas le faire, parce qu'en général, les sacrifices que ça demande, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais ça t'amène à réfléchir différemment, à te dire, ok, en fait, on pensait que c'était un jeu de volume, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut tout revoir différemment, tu vois. Et moi, c'est une question que je pose souvent à mes clients. Je dis, quel chiffre d'affaires tu veux atteindre? Et ils me disent un truc, en général 50, 100, 250. Je fais ok, pourquoi pas 100 fois ça? Et là, le cerveau il bug. Ouais. Parce que tu sais comment faire 50, tu sais comment faire 100. Mais si je te dis fois 100 cet objectif, tu sais que tu peux pas avoir 100 fois plus de volume. Et donc forcément, il faut trouver une nouvelle idée. Il faut réfléchir complètement autrement. Et là, tu te rends compte de ce qu'il faut vraiment pour scaler une boîte, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut? Ça dépend de ce que tu vends. Mais écosystème d'offres, LTV, rétention. Dans mes métiers, il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut craquer l'acquisition et que c'est ça le plus important, tu vois. Faut être bon en Facebook Ads, en organique, faut être bon en vente, etc. Ouais, jusqu'à 20, 30, 50, peut-être même 100 cas par mois, c'est vrai. Mais en fait, derrière, si t'as pas un vrai système de rétention client, tu te fais bouffer par un effet ciseau et un problème de BFR où l'acquisition te coûte de plus en plus cher à cause des diminishing returns. Plus, il te faut de plus en plus d'équipes parce que t'as de plus en plus de clients, donc t'as de plus en plus de charges. Sauf qu'en fait, tes clients, tu les perds à la même vitesse que tu les rendes quasiment. Et donc, obligatoirement, tu te fais bouffer à un moment par un effet ciseau. Et il suffit d'un mauvais mois de vente pour que ton château de cartes, il se pète la gueule. Et ça, il y a beaucoup de gens sur le marché français qui sont en train de le découvrir, j'ai l'impression. C'est assez intéressant de voir comment ils vont solutionner le problème à différentes échelles. On en vient aux 3 grandes questions que n'importe quel entrepreneur doit se poser. Et en fait, c'est avoir pris conscience de ça. Déjà du fait qu'un bon entrepreneur, il n'a pas réponse à tout, mais par contre, il a cette tendance à se poser les bonnes questions. C'est comment est-ce que je fais en sorte d'avoir toujours plus de clients? Comment je fais en sorte que mes clients me rapportent toujours plus? Comment je fais en sorte de pouvoir toujours mieux répondre et toujours plus répondre aux 2 questions précédentes? Et en fait, tu réponds à ces 3 questions-là en mettant en place les bons systèmes, les bonnes personnes aux bons endroits, et en posant les bonnes questions sous-jacentes, en fait, tu peux bâtir une boîte qui scale très très vite, très très fort. Et en fait, cette prise de conscience-là nous a fait revoir chez Skezia absolument tout notre accompagnement et nous a apporté un élan de simplicité en fait du truc. Et en mode, finalement, obsédé sur la réponse à ces questions-là, t'aères les viseurs, mais comme pas possible, et te simplifie la tâche, c'est assez hallucinant, quoi. Et donc oui, par contre, je suis complètement d'accord avec toi qu'à un moment donné, il y a une diminution assez nette de l'impact de l'acquisition. Simplement parce que tu as les ordres de grandeur qui changent, quoi. Ouais, selon les types de boîtes. Ouais. Voilà. Au bout d'un moment, un nouveau client incrémentalement, quand tu as
quand t'as 1000 clients, n'a plus le même impact que ton client numéro 10, quoi, forcément. Par contre, là où le travail sur la LTV est intéressant, et le travail sur justement ton catalogue d'offres, c'est que là, tu t'offres des leviers de fou. C'est-à-dire que demain, tu lances une nouvelle offre que tu vas adresser à tes 1000 clients existants. Bah là, mécaniquement, en fait, tu vas faire exploser la LTV. Et donc, en fait, tu t'offres tu t'ouvres un champ des possibles qui a absolument plus rien à voir. Par contre, ça, selon toi, selon vous, à quel moment, en fait, c'est propice? Est-ce qu'il y a des signaux spécifiques? Est-ce qu'il y a des stades spécifiques? Alors, le marché américain a tendance à nous dire une cible, un canal, une offre, 1 million. Maintenant, sur le marché français, il y a quand même des spécificités différentes, tu vois. Moi, je peux que parler de mon type de boîte, les autres, je les maîtrise pas, tu vois. Donc, coaching, formation, accompagnement. Je pense que tu peux largement, sur toutes les verticales possibles et imaginables, aller à 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 1 million, ça dépend, avec une seule offre. Derrière, tu es obligé de maximiser ta rétention client, et donc avec d'autres offres, avec un écosystème d'offres, avec des upsells, des cross-sells, des downsells, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est de plus en plus dur d'avoir de nouveaux clients. On a des marchés francophones qui sont pas extensibles comme aux US, hein. Donc au bout d'un moment, de toute façon, tu plafonnes. Alors, à 1 million, tu plafonnes pas du tout, mais ça devient plus dur d'aller bouffer des parts de marché à tes concurrents. Donc là, tu crées des choses différentes. Mais derrière, il y a un truc qui est difficile à admettre pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, on n'est pas assez bon en livraison. Notre produit, il est pas assez bon. Notre coaching, il est pas assez bon. Les résultats de nos clients, ils sont pas assez bons. Et donc, ils ont pas de nouvelles problématiques qu'ils ont envie de payer chez nous. Et ça, c'est un truc, il y a un moment, il faut l'admettre. C'est OK, j'étais moyen plus, et donc ça a passé par rapport à mon acquisition actuelle, etc. Mais à un moment, si je veux vraiment aller au niveau d'après, il faut que je sois meilleur. Et donc ça, faut le mesurer. Satisfaction client, NPS, vitesse de résultat, profil qui a le plus de résultats. Est-ce que les profils qui ont aucun résultat, il faut qu'on continue à les signer? Donc, est-ce qu'on accepte la perte de chiffre d'affaires de ces gens-là, mais pour n'avoir que des clients qui réussissent mieux et qu'on peut upsell? Et se poser vraiment toutes les questions de product et de structuration en amenant du customer care, du coaching, un parcours pédagogique un peu plus stylé, etc. Quand tu as vraiment un bon produit, la croissance devient plus simple. Et donc, le produit d'au-dessus devient une évidence. Parce que si tu as effectivement 1000 clients et que tu en as 900 qui te disent « et maintenant quoi ?» bah tu sais, c'est bon. Par contre, si tu as 1000 clients et que tu en as 997 qui en ont rien à foutre et qui te posent aucune question, en fait, ton problème n'est pas de rajouter un produit, c'est d'en avoir un meilleur existant. Ah, c'est très intéressant, effectivement. Moi, c'est la chose que je m'étais rendu compte. Mais alors, la fausse croyance, je pense, en tout cas dans les formations en ligne, et beaucoup de personnes qui ont fait ma formation s'en sont rendus compte, et c'est aussi une croyance qu'ils avaient. J'ai plein d'influenceurs LinkedIn qui continuent à vendre des formations, même après 1 an, tu vois, et qui continuent à grossir, tu vois, des 100K, 50K par mois. Et qui ont fait ma formation. Et même moi, au début, on me disait, oui, mais ton audience, elle va saturer à un moment, tu vois, tu vas plus réussir à vendre tout le temps. En fait, vraiment, c'est pas du tout le cas, tu vois. T'as tout le temps des gens, t'as toujours des manières de vendre, tu vois, des nouveaux personas, des nouvelles personnes qui veulent revenir, que t'es en train de chauffer sans forcément t'en rendre compte, tu vois, avec tes contenus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et maintenant ils sont prêts, quoi. Donc en fait, c'est jamais épuisable de pouvoir faire un CA. En revanche, c'est sûr que pour scaler, c'est ce que tu as dit, il n'y a pas d'autre manière de le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé la nouvelle formation de ChatGPT, tu vois, dans laquelle il faut que je bosse. Et en fait, le truc qui est intéressant, alors je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je pense que le truc qui est intéressant, c'est de vraiment savoir sur quelle journée client tu te positionnes, tu vois. Par exemple, genre, moi, par exemple, tu vois, j'ai remarqué là récemment que mes prospects, enfin, que mes clients actuels, ils avaient du mal à trouver leur positionnement initial, tu vois, pour avoir minimum 5 000 euros, tu vois, pour gagner au moins 3-4 000 euros, pour s'en sortir un petit peu. En fait, je vais essayer de donner du contenu gratuit à ces personnes pour leur permettre de passer à l'étape suivante, pour ensuite aller trouver des hacks, des techniques pour aller trouver plus de clients, automatiser son travail, passer moins de temps et être plus profitable, tu vois. Donc en fait, vraiment de savoir dans quelle journée tu te positionnes et peut-être plus tard aller encore plus loin, tu vois, quand, bon, du coup, toi, c'est plus toi, tu vas encore plus loin. Quand ils ont dépassé les 10-20K, toi, tu vas aller encore les chercher, tu vois, sur l'autre cap. Mais de vraiment savoir sur quelle tranche de chiffre d'affaires ou quelle tranche tu te positionnes, c'est hyper intéressant. C'est ce que fait Ombrozid, par exemple. Lui, il dit, Ombrozid a craqué le game avec ça. Hein. Voilà, c'est ça. C'est en fait, lui, il est positionné sur, voilà, tant que t'as pas fait 1 million, 3 millions, je crois même. 1 million d'EBITDA. C'est 10 millions d'EBITDA maintenant. Voilà. Donc ça, c'est un entrepreneur qui a écrit un bouquin qui est fascinant et d'ailleurs que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est assez drôle parce que j'ai regardé plein de blogs, d'articles sur le sujet. Nous, en fait, je pense qu'en tant que marketeur, ça nous paraît évident. Ça fait genre des années qu'on vend sur Internet. Mais en fait, t'as un néophyte qui lit ça et franchement, qui l'applique à la lettre. Et d'ailleurs, tu
demande à ChatGPT d'essayer de le faire, il est complètement nul, tu vois. Il est survendeur, il est pas du tout bon. Donc en fait, il y a des trucs à ajuster, à vraiment bien comprendre. Donc c'est en pratiquant que tu trouves le truc, mais c'est hyper challengeant. Et ce mec, il s'est vraiment positionné, genre avant, voilà, comme tu dis, tant que t'as pas fait 1 million, je t'aide pas, quoi. Et tout le reste, c'est du gratos. En fait, le marché est tellement gigantesque qu'il a une visibilité qui est énorme, et forcément sur ce qu'il donne. Et lui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la vision. Lui, il se fout vraiment. Il crée énormément de contenu pour te pousser à atteindre ton million à la fin de l'année, tu vois. Hormozy, en fait, là où il a fumé tout le marché, déjà, il a donné gratuitement ce que tout le monde vendait 10 000. Moi, je sais que son premier bouquin et la première formation liée sont sortis. J'ai fait réunion d'équipe, je fais bon les gars, il va falloir qu'on monte d'un niveau très très vite là, parce qu'en fait, il vient de filer gratuitement ce que nous on vendait. Donc en fait, c'est qu'on est vraiment pas assez bon. Après, il y a un truc, c'est que sur le marché français, t'as 95% des gens qui parlent pas anglais. Bon. Ça, c'est encore un autre délire. Mais c'est surtout que ce mec se positionne sur une LTV à 30 ans. Donc si tu veux, aujourd'hui, tout le monde va à un rouille à 7 jours ou à 30 jours maximum. T'as des entrepreneurs qui sont un peu meilleurs, un peu au-dessus du lot, avec un peu de vision, qui sont prêts à brûler un peu de cash pour faire des choses bien. Ils vont avoir une vision à 6 à 12 mois. Le mec se dit, je m'en fous de brûler de l'argent pendant 30 ans, je serai milliardaire au bout. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux qu'on me pite quand t'en mets comme ça, en fait? Je peux rien faire. Et j'aurai toujours des crocs. Ouais. Et tu sais qu'il arrête d'en mettre. Mais pourquoi ils mettent son truc sur le nez, là, d'ailleurs? Pour mieux respirer. Ah, pour mieux respirer. Mais ça, moi, j'en ai aussi, moi. Il y a tout le monde qui me dit, ouais, Hormozy style. Je fais, non, déviation de la cloison nasale style, en fait. Je respire pas sinon, tu vois. Ouais, c'est intéressant je pense qu'il fait ça monte sûrement son reach avec le truc qui se met sur... Et les Crocs, il arrêtait d'en mettre parce que il devait faire un partenariat avec eux. Et lui, en gros, il disait, faites-moi des Crocs Hormozy, filez-moi un code et moi, je le diffuse sur toute mon audience, tu vois. Et Crocs, ils ont essayé de lui faire acheter genre 20 000 Crocs en stock, machin, un truc. Ils ont rien compris, ils sont trop cons, je mets plus leur pompe. Ah ouais? Là, il a raconté dans une vidéo, je sais plus laquelle. Je vais écouter ça, ouais. Énorme. C'est génial de bêtises. Mais ouais. Ils ont vraiment pas été malins, quoi. Ils sont vraiment... Le mec, il a rendu cool les Crocs sur des entrepreneurs de toute la planète. Et ils lui ont dit, achète les stocks. Mais pas besoin, gardez vos stocks, en fait. C'est quand même ouf, quand même, qu'un entrepreneur comme ça commence à être aussi célèbre, tu vois. C'est vraiment une célébrité. Il a quand même plus d'1,5 million d'abonnés sur YouTube. Surtout qu'il y a 2 ans, c'était un no-bud. En termes de reach. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il avait déjà accompli beaucoup. C'est un instrument. Mais par contre, à l'époque, il était extrêmement peu connu. D'ailleurs, par contre, il publiait déjà. Si tu vas voir les premières vidéos de sa chaîne, la quantité de valeur moyenne est nettement plus élevée. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à son persona, à son propre persona. Et donc en fait, là où aujourd'hui il a beaucoup plus cross de chasm, donc il s'adresse à une audience beaucoup plus jeune, beaucoup plus débutante sur le sujet. À l'époque, il s'adressait vraiment à des entrepreneurs de déjà haut niveau, et donc le niveau vraiment de son contenu est très élevé. Bien moins travaillé, on sent qu'il tâtonne beaucoup, mais très très élevé. Donc super intéressant, vraiment, les débuts de sa chaîne sont super instructifs. Et en fait, il a craqué tellement de trucs. Il a craqué, déjà tu vois par exemple, la stratégie de lancement de son livre, de son dernier livre là, $100 Million Leads. Je l'ai pas lu encore. Tu l'as lu? Je l'ai écouté. Moi, en fait, c'est ça qui fait. Je l'ai bouffé dans les 24 heures qui ont suivi la sortie. Ah ouais? En fait, il l'a sorti en gratuit. Il est en livre audio en gratuit sur son podcast. Donc il l'a sorti en livre papier. Sinon, il est gratuit en PDF. Tu peux l'acheter, je crois que ça coûte $30. C'est 10 balles en Kindle et 20 balles en paperback, je crois, un truc comme ça. Okay. Mais par contre, il est dispo pour ceux qui veulent pas se l'acheter. Et surtout, il a fait la version court du livre. Donc, il y a une version vraiment court avec lui qui parle, vraiment formation en ligne, qui est 100% gratuite. T'as même pas besoin de donner ton mail, c'est dispo sur son site. Et ça, en fait, il l'a utilisé comme levier dans son lancement. En fait, il a fait une vidéo, un live de lancement, 500 000 inscrits. Il y avait plus de 150 000 personnes présentes sur le live, je crois. Et en fait, ça a fait sauter toute leur tech. Ah mais tout partout a sauté en fait. À la fin, il y avait des gens sur live YouTube, d'autres qui étaient sur la plateforme de diffusion. En fait, c'était pas fait pour. Alors qu'ils avaient un studio professionnel qui est habitué à ça. Hein. Il a tout fait péter parce qu'il y a eu, je crois, 450 000 clics en moins de 1 minute, quoi. C'est fou. Hallucinant. Et en fait, il a fait une déballe prix pour vendre la formation. Il a fait du stacking, Il a fait du stacking, mais comme un bâtard. À base au début, c'était 13 000, et puis à la fin, c'était 5 000, ça descendait. Et puis il se faisait insulter dans le chat pendant ce temps. Hein. Il se faisait insulter de ouf. Hein, genre, t'avais toujours dit que ce serait gratuit, que tu nous vendais rien. Et le mec, il était là, oui, mais c'est pas 13 000, c'est pas 8 000, c'est pas 5 000, c'est pas 3 000. Et là, vraiment, tout le monde l'insulte. Et tu t'attends à ce qu'ils vendent un truc à 997, tu vois. Et vraiment, ce moment où ça switch, tu vois, et il fait, mais c'est pas 3 000 non plus. Et là, t'as vraiment, il laisse 10 secondes de silence. Génial. Et là, il fait, c'est gratuit.
C'est It's génial. Et t'as les messages de haine qui se transforment en messages d'amour dans le chat. Et là, T'as déjà, les tu gens vois t'as qui sont les qui vrais pètent humains, un quoi. câble. Ouais, c'est C'est fou. génial. Et là, t'as les gens qui pètent un câble et tout. Donc déjà, effectivement, ça en dit beaucoup sur la mentalité. Ouais. La mentalité de certains. Mais c'est là aussi que tu vois l'importance de la congruence, quoi. C'est-à-dire que il a toujours mis en avant le fait qu'il a donné du gratuit. D'ailleurs, il s'était excusé au moment où il commençait à vendre ses livres en mode je me prends brandé comme le mec qui n'a rien à vendre. Voilà, le fait est que je vends un livre, donc j'enlève ça. Donc c'est là que tu vois l'impact de la congruence et sur ta personal brand et à quel point les gens peuvent être heurtés quand tu reviens sur un de tes préceptes. Ouais. Mais par contre, giga masterclass. Et justement, un des éléments qu'il a, pour moi, un de ses avantages comparatifs, c'est justement sa propension à se projeter à très 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 long terme, quoi. Et en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est j'ai un perso, je m'applique une forme d'adage, une sorte d'adage, tu vois, je me projette comme si ma boîte était immortelle. Donc comme si j'avais la possibilité et les ressources qui me permettent d'accomplir une vision sur un temps infini. Et par contre, je me comporte, je prends mes décisions à court terme comme si ma boîte allait se planter dans les 72 heures. Ah, c'est intéressant, je fais ça aussi. Ouais, toi aussi. Ouais, je suis dans la même configuration mentale, mais je l'avais jamais posé des mots dessus. Je switch. J'ai vraiment des périodes, genre j'ai des mois où je fais on est immortel. Ah, on va crever dans une semaine. On est immortel. Ah, on va crever. Et après, effectivement, c'est cyclique, tu vois, c'est sinusial. Et chez nous, en fait, on a des périodes de, tu sais, je vois vraiment l'entrepreneuriat et la façon de t'organiser en interne, même quand tu scales et tout, comme une périodisation en muscu, tu vois. Où tu vas avoir des périodes de coups de bourre où tu vas, ce qu'on appelle overreach, tu vas bosser comme un malade, et des périodes où tu vas deload, des périodes où tu vas être à maintenance, où tu vas moduler l'intensité et le volume de travail et la fréquence aussi, en fonction de tes objectifs, pour laisser ton corps récupérer et te permettre de compenser et de progresser, tu vois. C'est important ce que tu dis. Je pense qu'il y a pas assez de gens qui comprennent l'entrepreneuriat, c'est que la croissance, elle est absolument pas linéaire. Et avec le framework Scale, Mass, Depth, en fait, tu vois vraiment que la croissance, c'est croissance, plateau, et encore, ça c'est dans le meilleur des cas, c'est si t'as pas de vrai problème de structuration, parce que sinon ça fait croissance, plateau, décroissance, recroissance, tu vois. Ouais. Ça c'est dramatique quand tu comprends pas. Dur. C'est très dur. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment. Et en fait, nous, on a deux types d'overreaching. On a les périodes de challenge où là, tout va bien. Et donc, on se dit, OK, on met un coup de bourre. Là, on se met en mode full cash pendant 1 mois. Et on a les périodes commando, les opérations commando, où là, on résout un problème parce qu'on a fait de la merde et il faut le résoudre. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que effectivement, quand tu te mets full focus sur un sujet avec une vraie urgence que tu as nommée, quantifiée et cartographiée, derrière, tu as tendance à avoir des résultats qui te surprennent. Et en fait, ça n'a jamais failli de notre côté. C'est-à-dire que on a toujours fini dans une bien meilleure situation que notre point de départ et même que ce qu'on s'était projeté à la base. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'est mis en full focus sur 2, 3, 4 semaines. On fait rarement plus parce qu'au bout d'un moment tu t'esquintes. Et ça c'est un truc que je recommande à beaucoup pour justement péter des plateaux de verre. Parce que effectivement là tu recentres ta stratégie autour de l'essentiel. Et avec cette urgence que le modèle des 72 heures te permet de mentaliser, quoi. Et c'est assez fou parce que c'est vrai que en fait ça rejoint vraiment l'idée, genre ça confirme en fait l'idée que la réussite business et le chiffre d'affaires que tu vas réussir à faire, il est dans ta tête, tu vois, plutôt que dans l'exécution. Parce que moi, ça, l'intensité, tu vois, une intensité aussi, enfin vraiment au début de mes premiers mois de business, j'étais comme un malade, quoi. Je lançais 50 actions par jour, j'étais en mode à droite, à gauche, fais ci, fais ça, etc. Après, un moment, tu t'uses, quoi. Tu peux pas faire ça toute ta vie et tu t'en rends compte. Donc, limite burn-out, donc tu stabilises un petit peu. Ou alors, c'est assez drôle parce que moi, j'ai des gens de ma formation, par exemple, qui grossissent comme ça. Ils ont stagné à 10, 15 000 euros par mois et ils font ça pendant 1 an, tu vois. Et juste un moment, après, ils disent, bon, vas-y, c'est bon, je passe à l'étape suivante et on est reparti. C'est-à-dire que la capacité que tu as, tu vois, à profiter de ta vie sur ce plateau, et à un moment, tu dis, bon, allez, vas-y, j'ai encore de l'ambition, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être une décroissance, donc en fait, tu te remets dans la dynamique, ou alors, je sais pas, un bébé qui arrive aussi, ça peut aussi te motiver à te mettre encore plus un coup de cravache pour gagner plus d'argent. C'est ce que je vis là. Ah ouais, moi, je vais être papa en fin d'année, je peux te dire que les 3-4 mois d'avant, je suis en hyper structuration. Ouais. Ma vie, elle est plus du tout aussi fun que les 6 mois d'avant, tu vois. Mais je sais que quand le bébé va arriver, je veux chill les 1-2 premiers mois pour vraiment profiter de la naissance et tout avec ma femme. Ouais. Là, ça bosse actuellement, par contre, pour préparer ça, quoi. Ouais. Et c'est dur. Ouais, c'est ça, mais ça fait partie du cycle d'un business qu'en fait, c'est pas toujours chill, quoi. Tu vois, il y a toujours des phases. Et c'est pour ça que de se comparer, c'est extrêmement dangereux, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où, quand t'as fait beaucoup de croissance, que t'es bien structuré, que t'as fait du cash,
Tu deviens pas un peu une diva, tu vois, genre, oh non, Ouais. j'ai plus envie de faire ce genre de truc. C'est plus de mon niveau, tu vois. Et moi, heureusement, j'ai des copains CEO beaucoup plus avancés que moi, tu vois. Et des fois, en fait, je les vois faire la vaisselle. Qu'est-ce que tu fais? T'es le CEO Ouais. d'une boîte à 10 millions, pourquoi tu as fait la vaisselle? Parce qu'ils ont besoin que quelqu'un la fasse, là. Ouais. Et là, tu sais, ça te met une claque d'humilité. Ouais. Et tu fais, ok, bon, je suis pas une diva, j'ai une petite boîte, tu vois, on fait 1 million, 1,5 million, je vais tout de suite me détendre. En fait, je suis pas du tout quelqu'un d'important. Et en fait, il y a pas de cette tâche, elle est plus assez bien pour moi. Ta gueule, c'est le doigt, tu fais, tu l'as fait, quoi.